C'est une intervention en binôme que je vais faire tout seul. C'est un nouveau concept. Je n'avais pas prévu du tout d'intervenir pendant ce colloque parce que j'estimais que je ne pouvais pas être, entre guillemets, maître de cérémonie et conférencier. Et il se trouve que ma co-animatrice Antea n'a pas pu se libérer, n'a pas pu se déplacer pour des raisons professionnelles. Et de ce fait, je ne voulais pas supprimer cette conférence sur l'éthique pour en mettre une autre à la place, parce que je trouve que nous ne parlons pas assez d'éthique. Donc il était important de la faire en tant que telle. Alors, j'ai cette chance de travailler avec une co-animatrice qui est quelqu'un vraiment de remarquable. C'est un groupe de travail du CNIGE, Conseil national d'information géolocalisée, qui s'appelle Groupe de travail sur l'éthique et l'usage des données et des informations géolocalisées. Pas simplement les données, mais aussi les informations qui sont issues des données, parce que je pense que vous connaissez la différence. Il ne faut surtout pas confondre données et informations. Ça n'a pas forcément la même signification en tant que telle. Et je dois dire qu'elle fait un travail, dans ce groupe de travail, elle a vraiment, j'apprécie de plus en plus quand j'interviens dans des groupes de travail, quand je participe, quand je co-anime, qu'on soit plusieurs à le faire. Et là, ça a permis, ce groupe de travail qui a été lancé il y a maintenant 1 an et demi, à peu près, a donné des résultats. Et Antea, qui est référente en éthique des données de l'intelligence artificielle à Equitia, qui est située en Occitanie, une association d'Occitanie, a été d'un précieux... a été d'une collaboration très très précieuse en donnant beaucoup d'idées, en amenant une vision différente, etc. Et voilà, je trouve toujours agréable de travailler avec des personnes comme ça. Ce GT, une petite aparté, on a évoqué depuis lundi après-midi le groupe de travail national de MIND 2050 et du CNIGE sur les jumeaux numériques de territoire, groupe de travail national auquel s'est adjoint également l'Institut géographique national. Ce que je trouve intéressant dans la démarche aujourd'hui, par exemple de collaboration avec une organisation comme le CNIGE, MIND 2050, c'est quand même issu d'un projet national de recherche qui était très très orienté BTP, bâtiments et travaux publics. Donc, et dans la partie BTP, la partie TP, plutôt travaux publics, infrastructure en tant que telle. Donc un domaine métier très précis, très compétent et très siloté. Et un domaine métier comme celui de la géométrie qui est très précis, très compétent et très siloté aussi. Donc c'est des domaines métiers qui se rejoignent aujourd'hui sur des problématiques communes, et le jumeau numérique en est une. Et quelque chose qu'on avait décidé ensemble quand on a commencé les partenariats avec le CNIGE par exemple, parce que quand il y a un groupe de travail qui fonctionne d'un côté, qui est lancé, l'autre y participe mais ne recrée pas le même groupe de travail. Le CNIGE était intéressé pour faire un groupe de travail sur les jumeaux numériques aussi, à terme il l'aurait fait, mais pour la géométrique. Et le groupe le CNIGE, il a fait aussi un groupe de travail sur l'assurance. Nathalie Orlac en est l'animatrice. Donc du coup, on ne va pas recréer. Moi, ça me semblait intéressant de faire un groupe de travail aussi au sein de MIND 2050 sur l'assurance, on ne va pas le refaire. Donc c'est comme ça aussi que s'est fait le jumeau numérique sur le groupe de travail sur l'éthique. Ben, on partage, on fait ça de manière transversale et voilà, la collaboration, elle est là. Alors, une fois ces préliminaires dit, l'usage de l'éthique, je vais voir ça. Je vais vous raconter juste une petite histoire rapidement. L'éthique, ça tombe pas. Alors l'éthique, c'est quelque chose de très très ancien. Ça relève plus du domaine de la morale. Ça relève pas du tout du domaine de la réglementation. Quand on a une réglementation qui s'installe quelque part, l'éthique laisse la place à la réglementation, même si la réglementation n'est pas toujours éthique. Bref historique, 2010. À l'initiative de la République et Canton de Genève, précurseur dans le domaine, une charte d'éthique a été écrite. Une charte d'éthique de la 3D qui s'appelait la charte d'éthique 3D Hawking.
Cette charte d'éthique a été lancée parce que la République et Canton de Genève, mais elle n'était pas le seul à faire le constat, s'était aperçu que les modélisations 3D de territoire qui étaient faites pouvaient générer des distorsions, des biais dans la perception et fausser les perspectives pour vendre un peu mieux un projet ou des choses comme ça. Alors les promoteurs immobiliers sont friands de ce genre de choses, hein, de fameux appartements témoins que vous ne pourrez jamais vous offrir. Ils savent très très bien le faire, ça fait partie de leur métier. Cette charte d'éthique, qui a bien vécu pendant un certain nombre d'années, est assez simple, avec trois grands principes sur la transparence des données, des savoir-faire, la formation, des choses comme ça. C'est un document que vous trouverez encore sur Internet aujourd'hui, puis il y en a quelques exemplaires ici dans le hall Olavecna. Cette charte d'éthique, elle a été signée officiellement au Salon Imagina à Monaco en février 2010, avec un certain nombre d'interlocuteurs que vous voyez ici. Alors, vous avez la République et le canton de Genève, représentés par deux personnes, dont une conseillère d'État. Vous avez le prince Albert II de Monaco, que tout le monde a reconnu, hein, bien évidemment. Vous avez le directeur général adjoint de l'IGN. L'IGN a été un des membres fondateurs. Là, vous avez les 10 membres fondateurs de la charte d'éthique de la 3D, en 2010. Vous avez aussi caché derrière le directeur général de l'IGN, vous avez Richard Mongeau, hein, que vous avez vu hier. C'est lui qui est caché derrière, mais le directeur adjoint de l'IGN était très grand, et Richard un tout petit peu plus petit. Ah oui, on voit ton nez, ouais. Et donc la ville de Montréal, l'OAGQ, l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec, là l'équivalent, hein, le pendant de l'Ordre des géomètres experts en France, et qui, contacté, n'avait pas trouvé d'intérêt à avoir une démarche éthique, considérant qu'il avait sa propre éthique en tant que tel. Je cite à peu près les phrases qui m'avaient répondu à mon courrier. Et puis Suisse Topo, l'équivalent de l'IGN, et puis un certain nombre d'entreprises privées, dont la mienne, mais je n'ai pas mis de flèche parce que j'ai pris quelques rides depuis. Et... Alors, 2-3 petits exemples juste pour vous montrer. C'est un exemple assez ancien, c'est un exemple très local, pas loin d'ici, à côté de la gare. Un projet immobilier, hein, qui avait le jour depuis, et ça, c'était l'affiche du promoteur. Au milieu, devant les deux personnes âgées, là, vous avez le fleuve, vous avez l'Orne qu'on traverse pour aller à la gare. En tant que tel, et là on a vraiment l'image, enfin, ça donne envie d'acheter quoi quand même, il faut reconnaître. C'est une image 3D hein, en tant que tel. Bon, c'est juste écrit sur un panneau 4 sur 6, c'était écrit dans le bas en tout petit, en caractère 6, image non contractuelle. Ça c'était la... Ah, j'ai oublié d'enlever l'image du dessus, alors vous allez rien voir. Je vais passer à la suite. Il y avait le projet avec sa modélisation 3D, et il y avait même les canards sur le fleuve et tout ce qui s'ensuit. Les canards sont toujours là, hein. Voilà, ils ont survécu. Et dans la réalité, on avait l'impression que sur l'image, pour ça je parle de ça, c'est qu'on avait l'impression que le projet était au bord de l'eau. Sauf que dans la réalité, voilà, vous avez une rangée d'arbres, vous avez une rue, vous aviez du stationnement, vous aviez plein de choses comme ça. Et puis, ce qu'oubliait de dire le projet, c'est que à côté, il y avait la gare SNCF. La gare SNCF, ce sont des nuisances sonores, ce sont un certain nombre d'éléments comme ça. Voilà. Donc, j'ai rien contre les projets, enfin, je n'ai pas grand-chose contre les projets immobiliers en tant que tels, c'est pas ça. C'est le fait de dire que quand on fait de la communication en tant que telle, avec de la donnée qui était géolocalisée, on doit avertir. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir une image qui soit orientée. Je veux simplement qu'on me le dise. Je veux simplement le savoir. Je veux que la métadonnée soit rendue publique. Un autre exemple, beaucoup plus récent. Ça, c'est une photo du site où on est, là, à l'université. Vous reconnaîtrez sans doute l'arrêt de tram, la pelouse, le bâtiment sur la gauche qui est le bâtiment B où avaient lieu les ateliers, et puis en haut, tout à fait à droite, c'est l'entrée de Olamania, où on est actuellement là. Et cette image, on ne le voit pas trop, hein, parce que c'est tout petit ici, c'est une image issue de Google Maps, que j'ai capturée, et je l'avais
prise la première fois début février, et j'ai refait la capture aujourd'hui. Donc c'est récent, hein. Et elle est marquée parce que Google affiche ses métadonnées, et elle est marquée en imagerie aérienne 2025. J'ai trouvé ça très fort, parce qu'arriver à faire une photographie aérienne produite là, à l'époque où on est en 2025, avec une prise de vue en 2025, je trouve ça assez fort. Mais ça veut dire que la technologie, au moins aux États-Unis, elle évolue vite. Et puis vous voyez que vous avez une zone de travaux sur la pelouse, en haut. Et puis la deuxième image, elle est issue des bases de données de l'IGN. Pareil, récente, j'ai mis à jour la capture là, j'ai vérifié sur la photographie aérienne. Et là, on s'aperçoit que on a une belle pelouse, qu'on n'a plus de zone de travaux et qu'on n'a plus rien. Alors, je me suis renseigné auprès de la direction du patrimoine et de la logistique de l'université pour savoir à quand remonter les travaux. Et en fait, l'image de Google, elle date d'une prise de vue de 2022. Il y a 3 ans. Quasiment 3 ans. Alors, ça pose une question d'éthique. Ça ne me dérange pas que la photo date de 300, c'est pas du tout ça, en tant que tel, parce que je sais que quand Google fait des prises de vue aériennes, qui se font à l'échelle mondiale, peut-être que sur la ville de Caen, il y a des zones qui sont de 2022, d'autres de 2024, d'autres de 2025, enfin, voilà. Ce qui me dérange, c'est que la métadonnée qui est annoncée ici dit que l'image est de 2025. Et j'ai utilisé ces images-là récemment dans un TP en école d'ingénieur du BTP. Et les étudiants, je leur ai dit, voilà, trouvez-moi les différences, je leur ai fait le jeu des 7 différences. Pas des erreurs, des 7 différences entre les 2 photos. Alors ils m'ont parlé des problématiques d'ombre, de choses comme ça. Je leur ai dit, oui, ok, j'en fais partie, mais... Voilà. Et puis cette histoire, il les a questionnés de travaux en tant que tels. Et ouais, mais il y en a une qui est en travaux et puis pas l'autre. Et ils ne tiltaient pas sur le fait de l'année en tant que tel. Et puis il y en a un, enfin ou deux, qui ont dit, mais quand même, 2025, voilà, donc est-ce que l'autre, c'était avant, ils ont tout cassé voilà, mais ils ne sont pas allés plus loin que ça. Donc je leur ai dit, écoutez, voilà le genre de questions qu'il faut se poser. Il faut avoir un œil critique. La métadonnée, très précisément, elle doit avoir la qualité, elle doit dire la vérité. Donc typiquement, on a une image qui pose un problème d'éthique. Voilà, je ne vais pas faire un procès à Google pour ça, hein, mais voyez. Donc l'éthique, ça veut dire aussi qu'on est capable de prendre du recul sur quelque chose sur lequel il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que l'information, parce que là en l'occurrence, c'est pas la donnée, c'est l'information sur la donnée. Est-ce que l'information est correcte? Alors quelqu'un qui n'habite pas Caen ne va pas se poser la question. Mais ça n'empêche pas d'avoir le recul et de se dire, est-ce que la métadonnée est fiable? Parce que j'ai entendu plusieurs fois, hein, depuis le lundi aussi, il faut avoir une qualité dans la donnée, il faut avoir une fiabilité, il faut avoir un certain nombre de choses. Bien sûr, il faut questionner la donnée, mais il faut questionner aussi la métadonnée. Parce que c'est elle qui va donner le critère de fiabilité derrière. Peu importe qu'une donnée ne soit pas précise, centimétrique, etc. Du moment qu'on me le dit, je le sais. Et à partir de là, l'usage que je ferai derrière, il sera en fonction de ça. J'aurais pu vous montrer plein d'autres exemples, mais c'est pas... Voilà, il y en a plein derrière. Alors, la charte d'éthique de la 3D a été un lancement, mais on n'a pas été les premiers à travailler là-dessus. Il y avait un universitaire qui avait travaillé auparavant, un universitaire canadien qui avait travaillé là-dessus, et ses travaux étaient assez peu connus et on les a découverts très tardivement. La charte d'éthique de la 3D a été écrite en français, traduite en anglais et en allemand. Et il y a des représentants, il y a près de 300 représentants qui se sont reconnus dans les principes dans 23 pays différents dans le monde. Donc ça a bien accroché. Et ça a amené d'autres choses après, par exemple le code d'éthique BIM, des règles pour mieux travailler ensemble, 2018, Building Smart Media Construct, Building Smart France. Quelque chose qui n'est plus mis en avant aujourd'hui, mais qui a été le résultat d'un groupe de travail autour de ça. 2013, il y avait eu ici même un colloque sur
la qualité des données à l'usage qui en est fait, colloque 3D et éthique. Et puis le groupe de travail du CNIJ, là vous avez le QR code qui vous permet de vous connecter sur le site internet du CNIJ directement sur la page du groupe de travail. Alors le groupe de travail qui réunit des personnes qui... Alors on n'est pas 150 dans le groupe de travail, comme dans le groupe Numérique de territoire, on est 25, à peu près 20-25. Et ce groupe de travail avait pour objet de dire, on réfléchit, on fait du brainstorming sur les problématiques d'éthique, on échange, et on aimerait derrière pouvoir proposer un guide de bonne pratique autour de ça. On n'est pas dans la réglementation, on n'est pas là pour proposer de la réglementation, on est là pour réfléchir à une démarche, à une conscientisation autour de ça. Et on a eu des retours et des exemples de présentés qui étaient particulièrement utiles. Alors dans le groupe de travail, on va retrouver effectivement des personnes qui viennent de France. La ville de Montréal est très investie aussi là-dessus, sur ces questions-là. Ce qui est assez logique, puisque depuis 2010, et membres fondateurs de la Charte d'éthique, ils ont continué à travailler là-dessus. Et ils continuent à travailler sur cette question-là, à documenter leur production et leur modélisation en 3D. Et ce projet de guide, il a vu le jour, ça y est, le livrable est disponible, vous verrez l'adresse, le QR code tout à l'heure, avec 3 thématiques principales: l'ouverture au grand public d'informations géolocalisées, l'utilisation de données et d'informations géolocalisées, et la mise en commun de données géolocalisées. Et on a eu derrière des retours d'exemples, de présentations, aussi bien de la ville de Montréal, aussi bien de l'IGN, aussi bien d'entreprises privées, aussi bien de collectivités, qui sont venues alimenter la discussion et dire jusqu'où on va dans ces problématiques d'éthique. Et est-ce que des démarches que je peux avoir dans ce que je fais, même dans mes productions de géomatique, de SIG, est-ce qu'il n'y a pas des questions qui se posent en tant que telles, dans la communication d'informations, voilà. Et ça alimente le débat et ça permet d'avoir une réflexion relativement poussée et avec un certain décalage, avec du recul sur les pratiques métiers. Parce que c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon au quotidien, on ne pense pas systématiquement à ce genre de choses. À titre d'exemple, je ne vais pas passer, vous pourrez bien évidemment télécharger le livrable, parce que le livrable qui a été produit de manière tout à fait collaborative, il a été produit pour avoir une première version, donc sa version actuelle, qui sera ensuite améliorée, et ce livrable, il est ouvert à commentaires, à critiques, à suggestions, etc., etc. Et ce que vous pourriez les uns les autres, si ce sujet-là vous intéresse, y apporter, sera tout à fait le bienvenu. Alors quelques exemples, je reprends sur mon smartphone, parce que je ne connais pas tout par cœur. On a fait des propositions aussi à la suite de l'analyse on présente dans le livrable les exemples qui ont été abordés et qui ont été présentés par les uns et les autres. Et puis on ajoute les commentaires et ce qui a été dit autour de ça. Et puis on a proposé derrière un certain nombre de bonnes pratiques, entre guillemets. Voilà, c'est apprendre avec le terme bonne pratique et apprendre avec des pincettes, ça n'est absolument pas, dans le sens où ça n'est pas de la critique en tant que tel, c'est vraiment quelque chose de constructif. Dans des bonnes pratiques générales, par exemple, définir le plus en amont possible les conditions d'utilisation des données, des informations et des outils, personnes ayant le droit d'y accéder, les finalités d'utilisation, etc. Être transparent sur le niveau de qualité des données. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas systématiquement, mais je produis de la donnée. Pourquoi je la produis? Pour quel usage? Je produis de la donnée pour un certain usage parce que j'ai un besoin. Je ne produis pas de la donnée pour produire de la donnée. Je mets cette donnée, je suis une organisation publique, et cette donnée que j'ai produite, j'ai l'obligation de la mettre en open data. Sauf cas particulier de secret ou de choses comme ça, enfin de sécurité ou d'autres. Donc je mets ces informations-là à disposition. Sauf que c'est pour une réutilisation derrière.
Sauf que la réutilisation qui est faite derrière, c'est pas la même que celle des besoins qui ont fait que j'ai créé la donnée, ou que j'ai produit la donnée, ou que j'ai financé la production de la donnée. Donc ce qui est intéressant derrière, c'est pas de bloquer la réutilisation de la donnée, c'est de comprendre les usages qui sont faits pour avoir une chaîne de compréhension et de suivi derrière, une traçabilité derrière des usages. Et ça, c'est pas toujours évident parce qu'on n'y pense pas systématiquement. J'ai produit la donnée, c'est de la donnée publique, elle a été financée avec l'argent public, je la mets dans la boîte à compost et tout le monde peut se servir. Oui, mais pour nous, la responsabilité éthique, elle perdure. Parce que la donnée a été produite, elle est réutilisée, c'est très bien, mais il faut réfléchir à ce qu'il y a derrière. Il ne s'agit pas de mettre des garde-fous réglementés en quoi que ce soit, il s'agit de se dire que si cette donnée a été produite d'une certaine manière, et que si je la réutilise de manière différemment, ben, il faut que je documente la manière dont je la réutilise. Pour qu'on continue à garder une certaine confiance derrière, une certaine fiabilité. Être transparent sur le niveau de qualité des données, bien sûr, parce que des données qui sont produites, elles ont aussi des limites. Et qu'il faut, c'est quelque chose qu'on avait déjà identifié en 2010, être capable de définir les limites de l'utilisation de la donnée. Elle a été faite pour tel besoin, vous la réutilisez pour autre chose. Il y a des limites qui sont intrinsèques à la production initiale. C'est respecter, et ça c'est aussi un principe éthique, c'est respecter les principes FAIR, F-A-I-R, facile à réutiliser, accessible, interopérable et réutilisable. Respecter les standards, ça c'est une chose. Proposer des formations et de la documentation autour de ça. Le principe de la formation, c'était quelque chose qu'on abordait déjà en 2010, qui était quelque chose d'important. Mettre en place des procédures, des outils simples permettant aux utilisateurs de données ouvertes de formuler des retours aux producteurs. Parce que souvent on met de la donnée on va la mettre en open data. Et puis derrière, vous n'avez pas la possibilité de faire de retour, de faire de traçabilité derrière. C'est pas que vous ne pouvez pas forcément le faire, c'est que vous n'avez pas, purement et simplement pas la possibilité de le faire. Et ça, c'est important de continuer à suivre ce genre de choses et à ne pas rester. J'ai fait, donc maintenant c'est bon. Et puis interroger les réutilisateurs sur des besoins d'amélioration, sur les données qui ont été apportées, etc. On a abordé aussi de manière assez rapide là-dessus, on approfondira au fil du temps, parce que le groupe de travail continue à avancer, c'est par rapport à l'intelligence artificielle, c'est d'avoir des données d'apprentissage qui soient représentatives d'échantillons et tout ce qui s'ensuit pour éviter les biais et les discriminations. Alors là, ça me permet de me rapprocher de la thématique jumeaux numériques. On parle beaucoup d'utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui sur des thématiques cartographiques, par exemple, pour comparer des millésimes de modes d'occupation du sol, ce qu'on appelle le MOS en France, le mode d'occupation du sol, d'images satellitaires ou d'images aériennes, pour pouvoir aller plus vite dans la comparaison de l'artificialisation du sol, par exemple, ou de thématiques comme ça. C'est vrai que là, on a un certain intérêt à le faire. Ça peut apporter quelque chose. Maintenant, l'intelligence artificielle va apporter aussi, il faut faire attention qu'elle n'a même pas des biais dans l'interprétation en tant que telle. Il faut faire attention aussi à ce que on parle de données géolocalisées. Là, je parle de géomatique. Mais on a vu un cas d'exemple, par exemple, dans le groupe de travail, qu'on a repris à la suite d'une étude publiée dans le journal Le Monde, de la caisse d'allocation familiale française, qui utilise un algorithme qui lui permet de gagner du temps et de simplifier les contrôles. Et donc, qui dit contrôle des allocataires, dit automatiquement géolocalisation des locataires. Là, on est typiquement sur de la donnée qui n'est pas géolocalisable par le croisement avec d'autres données géolocalisées, mais qui est de la donnée géolocalisée, puisque la géolocalisation se fait à l'adresse. L'algorithme de la CAF est un algorithme, c'est un organisme public, donc l'algorithme est un algorithme ouvert, public,
Donc les journalistes ont fait des tests, ils ont décortiqué l'algorithme, et ils se sont aperçus que l'algorithme avait des biais, et qu'il ciblait plus particulièrement certaines catégories de population plutôt que d'autres. Voilà. Problématique éthique, j'en dirai pas plus là-dessus, vous trouverez ça dans la littérature. On peut avoir plein d'exemples comme ça qui arrivent, auxquels on ne pense pas systématiquement. Et nous sommes convaincus, que ce soit Antea ou moi, ou que ce soit les participants à ce groupe de travail, qu'il faut réfléchir à cette question-là en tant que telle. Il ne faut pas l'évacuer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça veut dire qu'il ne faut pas l'évacuer. Des chartes d'éthique aujourd'hui, il en existe plein. On a commencé, on est loin d'avoir fini, ce sera pour nos travaux à l'automne, Antea et moi. C'est pas un travail qu'on va faire dans un premier temps avec le groupe de travail, on va le faire de l'autre côté, de recenser ce qui existe déjà en Europe et à différents endroits en termes de chartes d'éthique. Chartes d'éthique sur la donnée géographique, sur la donnée en général, sur l'IA, etc. Il en existe plein. La question qu'on se pose aujourd'hui, et le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que très souvent c'est du déclaratif. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir, et là on utilisera peut-être un algorithme d'IA autour de ça, de voir la redondance des termes qu'on retrouve dans les différentes chartes, pour voir ce qui peut être intéressant à retirer. Et puis si on peut, ce qui n'est pas très facile, c'est de voir l'impact que ça a en termes de mise en œuvre derrière. Ça c'est beaucoup plus complexe en tant que tel à d'arriver à ça. Alors, on a proposé quelques bonnes pratiques en matière de collecte-production, bonnes pratiques pour le choix des infrastructures d'hébergement, d'analyse des données, souveraineté, bonnes pratiques en matière de la distribution des tiers, bonnes pratiques en matière de réutilisation, bonnes pratiques transversales. Et ça, c'est le QR code qui vous permet d'accéder directement aux documents PDF. Et surtout, par l'intermédiaire du formulaire disponible sur le CNIJ, n'hésitez pas à faire des retours, des critiques constructives, bien évidemment. Des critiques, des suggestions, des commentaires. Si certains parmi vous veulent participer au groupe de travail, bien sûr, vous pouvez toujours le faire. On a besoin de ce recul-là. Alors, pour terminer, une image qu'on utilisait au début du groupe de travail. C'est vrai que le mythe de Sisyphe, avec l'éthique, je trouvais qu'il s'y prêtait bien. On pousse, on arrive en haut et paf, ça redescend dans le bas, il faut redescendre, etc., etc. En fait, l'éthique, il faut la questionner tout le temps. Tout le temps. Je dirais même qu'il faut la questionner également au quotidien dans nos pratiques personnelles, mais ça, c'est un autre débat. Et puis je terminerai sur une image, ici, qui est celle-ci. Cette photo est une photo personnelle, qui est récente, enfin que j'ai prise en 2024, dans la campagne, et qui n'a pas forcément à voir avec l'éthique en tant que telle. Et ce qui m'a plu dans cette photo, c'est la barrière. La barrière qui est une barrière humaine. Et puis vous voyez que toute la végétation passe au-delà de la barrière, sans se poser de questions. Et je dirais que pour avancer sur une question comme l'éthique, en tant que telle, mais pas uniquement, il faut aller au-delà des barrières qui sont posées, qui sont des barrières humaines. Et puis voir ce qu'on peut faire derrière, et ce qu'on peut apporter les uns et les autres derrière pour améliorer le système. On ne va pas le révolutionner, on ne va peut-être même pas le perfectionner, mais attirer l'attention autour de ça. Et dans l'usage des données qui sont produites aujourd'hui, deux choses, c'est que, pour moi, c'est qu'on produit des quantités de données on n'est plus dans le big data, nous sommes dans le massive data. On produit des données, c'est exponentiel. On va utiliser l'IA pour travailler dessus, qui va en produire d'autres. La question éthique, c'est jusqu'où j'ai le contrôle sur ces productions-là. Il ne faut pas oublier de se poser la question. On va se poser la question du stockage, on va se poser la question du coût écologique et tout ce qui s'ensuit. Et moi, je vais poser la question éthique derrière. Jusqu'où je dois produire de la donnée, quelle est l'utilité. Voilà, c'est des questions qu'il faut garder en tête, faire tourner dans un coin de son cerveau. Parce que quand on va utiliser des algorithmes d'IA, par exemple, pour comparer des jumeaux numériques ou autre chose, il faut bien se poser la question de quoi ai-je vraiment besoin et à quelles questions je cherche véritablement à répondre avant d'aller plus loin et de se lancer. Parce que les solutions technologiques, elles existent.
ça j'en suis convaincu. Mais la dimension humaine doit rester primordiale, et particulièrement dans la manière éthique, parce que c'est pas un logiciel ou c'est pas un algorithme d'IA qui, pour moi, va nous apporter des réponses à l'éthique. Maintenant, si vous le lancez sur Internet et que vous faites une recherche sur le mot éthique, il va vous faire un compte-rendu de 180 pages sur tout ce qui se dit sur l'éthique. Ça ne veut pas dire que le comportement de ceux qui vont le lire sera éthique. Je vous remercie.